Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le cimetière de la ville a toujours son silence unique et funèbre, comme aimait à le dire le gardien de tombe local. S'arrêtant devant les grilles, Polina Vassilievna reprit son souffle puis, les larmes aux yeux, s'engagea dans l'allée. Son fils était mort il y a un mois, mais la mère éplorée n'arrivait toujours pas à surmonter cette lourde perte. Regardons son histoire. 42 ans seulement, mon fils, tu aurais dû avoir plus de temps devant toi. Et pourquoi t'es-tu lancé dans ce métier ? Elle chuchota à une croix de chêne massive. Le garde, qui observait la scène de loin, secoua la tête en voyant Polina Vassilievna. Il était habitué à la voir, car elle se rendait sur la tombe de son fils chaque semaine depuis sa mort. Elle prenait de l'âge. Pourquoi voyageait-elle si souvent ? Et si elle tombait malade en chemin ? Elle n'était plus toute jeune. C'est ce qu'il s'est dit, en homme cynique qui ne savait pas compatir. Pendant ce temps, Polina Vassilievna examina le cimetière et remarqua que l'herbe avait déjà commencé à pousser à certains endroits. La terre était riche en herbe, il n'y avait rien à faire. Il serait bon de l'arracher maintenant, sinon elle risquerait de pousser à l'état sauvage, marmonna-t-elle en commençant à arracher l'herbe. Polina Vassilievna savait qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que les employés du cimetière fassent preuve d'un zèle particulier. Ce n'était pas un secret que, essayant de faire porter tout le fardeau sur les épaules des parents des défunts, ils ne travaillaient miraculeusement que pour de l'argent cash. Malgré cela, elle ne mettait pas tout le monde dans le même sac et comprenait qu'il y avait des gens honnêtes parmi ceux qui exerçaient cette profession. Merci, Sveta, vous avez vraiment fait des efforts. Vous avez embauché des ouvriers, regardez la clôture qu'ils ont installée. Elle l'aimait, c'était certain. Elle toucha la clôture, chauffée par le soleil de midi, en murmurant. La pluie était tombée toute la semaine et le soleil était maintenant au zénith. Il faisait très chaud dans le cimetière. Penchée sur la tombe, la vieille femme commença à arracher l'herbe avec un zèle admirable. L'évaporation émanant de la terre humide rendait la respiration très difficile et tout mouvement, même le plus simple, essoufflait Polina Vassilievna. Ayant fini de couper l'herbe, elle expira avec soulagement, puis essuya la sueur de son front avec un mouchoir. Soudain, son regard se porta sur un vieux monument installé à quelques mètres de la clôture. Elle ne savait pas qui exactement était enterré dans cette tombe. À son âge, il n'y avait aucun doute. Les lettres du nom et du prénom, peintes périodiquement au fil du temps, s'étaient effacées, de sorte qu'il était impossible de savoir de qui il s'agissait. Polina Vassilievna avait déjà vu ce monument, mais aujourd'hui, ce n'était pas lui qui attirait son attention, mais un objet placé dans un creux caractéristique, en forme de vase en pierre. Il scintillait au soleil, attirant ainsi l'attention. Du côté de l'allée, cet objet n'était pas visible et ne pouvait être remarqué que par quelqu'un qui se tenait à la clôture de la tombe du fils défunt de Polina Vassilievna. Qu'est-ce que c'est, un miroir ou un morceau de verre ? Mais qui ferait une chose pareille dans un cimetière ? Murmura-t-elle anxieusement. Elle regarda craintivement autour d'elle, puis s'approcha du monument, se penchant sur le creux, prit l'objet mystérieux dans ses mains. Il s'agissait d'une chose très étrange, avec une lentille ronde et deux petits boutons situés sur le côté gauche du corps. Ouah ! Qu'est-ce que c'est, un appareil photo ? C'est une caméra cachée, dit une voix derrière elle. La femme se retourna et vit un employé du cimetière derrière elle. Il travaillait dans les pompes funèbres depuis plusieurs années et avait vu beaucoup de choses, mais il ne se souvenait pas que quelqu'un ait installé des caméras cachées sur les monuments pour les observer. Il était habitué à recevoir une somme d'argent substantielle pour ses services, qui était devenu le sens de sa vie. Un tiers de cette somme était remis au gardien pour la médiation, et le reste était pris par lui. Il n'était jamais pressé de faire quoi que ce soit gratuitement et était littéralement obsédé par le désir de profit. C'est pourquoi, lorsqu'il vit Polina Vassilievna tenir dans ses mains un bibelot coûteux, Xenia décida immédiatement de se l'approprier. « Donnez-moi ce gadget. Vous n'en avez pas besoin, c'est juste un jouet pour vous, mais il me sera utile, » dit Xenia. Polina hésita. Pour être honnête, elle n'aimait pas cet homme. Elle se souvenait trop bien de la façon dont ce vaurien avait surfacturé l'enterrement de son fils, arguant que le sol de cet endroit était dur et difficile à creuser. Elle n'a appris la vérité qu'une semaine plus tard, lorsqu'un employé d'une autre agence de pompes funèbres lui a dit « Non, je garde cet article.
Si le propriétaire se manifeste, je le rendrai gratuitement, dit-elle en insistant sur la dernière phrase. Xenia fit la grimace, mais n'arrêta pas d'essayer de lui prendre l'appareil photo. Vous ne devriez vraiment pas le garder, vous ne saurez pas vous en servir de toute façon, et il va se perdre. Je vais en faire bon usage et même gagner de l'argent avec, poursuivit-il, mais Paulina resta sur ses positions. Lassée de se heurter à un mur, Xenia haussa les épaules et se dirigea vers la cabine du gardien. Dans sa tête, un plan était déjà élaboré pour tromper cette vieille femme insupportable. Pour ce faire, il s'assura le soutien du gardien du cimetière, qui avait vu dans cette affaire une opportunité de gain facile. S'approchant de Paulina, l'homme lui dit « Vous devrez rendre l'appareil photo. C'est notre cimetière, si vous l'avez oublié, et tout ce qui se trouve sur son territoire appartient à la direction du bureau des pompes funèbres. Et comme c'est moi qui le représente en ce moment, c'est à moi de le prendre. Mais si vous avez une envie irrésistible de prendre l'appareil photo, nous pouvons nous mettre d'accord, bien sûr pas gratuitement. » Paulina Vassilievna était une femme intelligente et comprit immédiatement l'allusion du fossoyeur. « Très bien, voilà, mais je ne donnerai pas grand-chose. Je suis une retraitée et ce n'est pas encore le jour de la paix, dit-elle en sortant son portefeuille de son sac à main. Lorsque la femme sort 1000 roubles, Xenia fit un bruit déçu et le gardien dit « Mais nous sommes deux, la récompense doit être doublée. » Le cœur lourd, Paulina ajouta encore 1000 roubles, en faisant comprendre de toute sa personne qu'elle ne donnera pas un centime de plus. « Vous auriez dû le faire dès le début, dit le fossoyeur en lui arrachant l'argent des mains. Paulina soupira de soulagement. Quoi qu'il en soit, la simple présence d'une caméra cachée l'inquiétait, surtout si l'on considérait qu'elle était dirigée exactement vers la tombe de Pacha. Paulina ne s'est jamais considérée comme une experte en technologie. Cela ne voulait pas dire qu'elle était douée pour l'utilisation d'un ordinateur ou d'un smartphone. De son vivant, Pacha avait tenté à plusieurs reprises d'enseigner à sa mère, mais à part le bouton d'alimentation, Paulina ne maîtrisait rien. Et là, avec l'appareil photo, il fallait un professionnel spécialisé. Elle rangea l'objet délicatement dans son sac, dit au revoir à son fils et se dirigea vers la sortie. En passant, elle s'efforça de ne pas regarder le fossoyeur et son copain, le gardien qui l'avait escroqué en plein jour. En approchant de la sortie, elle se souvint de la personne qui pourrait l'aider avec l'appareil photo. Egor Rybakov. Comment a-t-elle pu ne pas penser à lui plus tôt ? Il dirigeait actuellement un atelier de réparation d'ordinateurs, c'est à lui qu'il faudra montrer l'appareil photo. Assurée du bien fondé de son idée, Paulina se dirigea vers l'arrêt de bus. Pendant tout ce temps, l'étrangeté de la situation ne l'a pas quittée. Elle sentait au fond d'elle-même que sa vie allait changer avec la découverte de l'appareil photo. Mais la direction à prendre n'était pas claire. Une fois dans le bus, Paulina se perdit dans ses pensées, s'enfonçant dans une mer de souvenirs qui remontaient à un passé lointain. Peu de gens savaient que son fils Pacha n'était pas son enfant biologique, mais qu'il avait été adopté. Il se trouvait que Dieu ne l'avait pas béni en lui donnant des enfants. Malgré toutes les visites à la clinique et toutes les tentatives, elle n'avait pas réussi à concevoir. Son mari Andrei l'avait toléré jusqu'à la fin, mais il n'avait pas pu le supporter, et un beau jour, il est parti pour une femme plus jeune, capable de lui donner un héritier. Mais Paulina n'a pas abandonné et a adopté un garçon dans un orphelinat alors qu'elle avait plus de 40 ans. D'ordinaire, les célibataires se voient souvent refuser la tutelle, mais grâce aux relations de Paulina et à sa profession, cela a été possible. En élevant son fils d'1 an, elle était aux anges, exprimer ce sentiment avec des mots était tout simplement impossible. Toute personne ayant connu la joie de la maternité s'en souviendra jusqu'à la fin de ses jours. Pacha est devenu un garçon intelligent et obéissant, s'efforçant de ressembler en tout point à sa mère. Il étudiait bien à l'école et, lorsqu'il a obtenu son diplôme, il était un excellent élève. Cette qualité lui a permis d'obtenir son diplôme, c'était un élève exceptionnel. Cette qualité lui a permis de terminer ses études d'économie et de se lancer dans le monde des affaires. À la surprise de beaucoup, il ne s'est pas empressé de fonder une famille, ne se décidant qu'à l'âge de 40 ans, lorsque la belle Sveta est entrée dans sa vie. Entourant l'homme d'affaires d'amour et d'attention, elle l'a rapidement conduit à l'hôtel, faisant de lui son mari. Sveta n'a même pas été découragée par le fait que Pacha avait 12 ans de plus qu'elle, ce qui, pour la plupart des gens, constituait un sérieux obstacle.
Polina n'avait jamais offensé sa belle-fille, au contraire, elle l'avait toujours soutenue et était fière qu'elle soit devenue l'épouse de Pacha. Mais lorsque son fils est mort subitement d'une crise cardiaque, les relations entre la belle-mère et la belle-fille se sont détériorées peu à peu, notamment parce que Sveta s'est impliqué rapidement dans les affaires de son défunt mari et a pris en main les rênes de sa ferme. À première vue, il n'y avait rien d'étrange à cela. Mais après s'être emparé de l'argent de son mari, Sveta changea radicalement d'attitude à l'égard de Polina et cessa de l'aider. Tout cela a défilé devant les yeux de la vieille dame en quelques minutes seulement, et s'est terminé au moment où elle est arrivée à l'arrêt demandé. Pendant ce temps, il avait visiblement pris du poids, avec un ventre impressionnant qui faisait penser à une énorme boule de neige. Il y a bien longtemps, Egor était un paria parce qu'il bégayait beaucoup et avait du mal à parler normalement. Ses parents buvaient beaucoup et n'avaient tout simplement pas le temps de s'occuper de leur fils. L'adolescent était menacé d'internement, mais Polina a commencé à travailler avec lui dans le cadre d'activités extrascolaires, ce qui lui a permis de se socialiser et de terminer l'école parmi les meilleurs. Jetons un coup d'œil à ce petit miracle. En fait, la vidéo de la caméra devrait être stockée sur un serveur distant, mais ces modèles ont, entre autres, une mémoire intégrée. Cela nous permettra de tout voir, dit Egor en se frottant les mains. Tu verras certainement mieux. Je suis aussi loin de ces technologies que de la Lune. Alors, regarde, mon fils, vois ce que c'est, a répondu Polina en connectant la caméra à son ordinateur portable. Egor afficha l'image sur l'écran. Au début, il n'y avait rien d'intéressant sur l'enregistrement, un panorama lugubre en remplaçait un autre plusieurs fois par jour, mais lorsque la lune est montée dans le ciel et que l'appareil photo est passé automatiquement en mode de prise de vue nocturne, quelque chose d'étrange est apparu. Devant sa propre tombe se tenait son fils défunt, Pacha. « Non, c'est impossible, c'est une blague », s'exclama la vieille dame. « Non, Polina. Il est clair que c'est Pacha. J'ai étudié dans la même classe que lui, nous avons joué au football ensemble. Il s'est même tenu devant l'objectif, alors vous pouvez me croire. C'est bien votre fils, insista Egor. Les larmes montèrent aux yeux de Polina. Si c'est Pacha, qui ai-je enterré il y a un mois? Et qui a installé cette caméra au cimetière? Qui et pourquoi avait-il besoin de surveiller la tombe? Egor se gratta la tête, puis dit, vous devez aller voir la police avec cet enregistrement. Qu'ils vérifient, qu'ils cherchent des motifs, des témoins. Ils sauront mieux que nous. Si vous voulez, je vous accompagne. Ou mieux encore, je vous emmène. Ce sera plus rapide. Merci, Egor, je ne refuserai pas. Même si tu as déjà fait beaucoup pour moi. Rapidement, avec l'appareil photo et l'enregistrement, ils se sont rendus au poste de police le plus proche. Au début, l'officier de service les a traités comme des imbéciles, mais lorsqu'il a vu ce qu'ils apportaient, il a radicalement changé d'avis. Il s'est avéré par la suite qu'Egor et Polina avaient fait ce qu'il fallait, et que leurs actions décisives avaient permis de sauver une autre vie humaine, en l'occurrence celle de l'homme d'affaires Pacha. En fait, Pacha n'était pas mort. Pendant tout ce temps, il s'était habilement caché de sa femme, Sveta. Mais le plus surprenant, c'est que son frère jumeau avait été enterré à sa place. Lorsque Polina adopta le garçon, il y a un peu plus de 40 ans, elle ignorait que les deux frères avaient été séparés par la volonté du directeur de l'orphelinat. La copie conforme de Pacha s'appelait Nikita, hormis son apparence, il était tout son contraire. À son âge, Nikita avait fait 2 fois de la prison, n'avait jamais travaillé et ne pensait pas à l'avenir. Il y a 6 mois, Nikita a retrouvé Pacha et a commencé à s'intéresser de plus en plus à la vie de son frère. De plus, Nikita a rencontré Sveta, qui lui a semblé d'une beauté séduisante. Pendant tout ce temps, Pacha tenta de s'isoler de ce parent inattendu, mais rien n'arrêta son frère. Puis, entre Nikita et Sveta, une violente histoire d'amour s'est nouée, les poussant à décider d'empoisonner Pacha pour s'emparer de son empire financier. Il est difficile de dire comment cela s'est passé, mais ce soir-là, Sveta a pris Nikita pour Pacha et lui a donné accidentellement du thé contenant un médicament qui provoquait une défaillance cardiaque. Ayant appris cela, Pacha s'est caché et a regardé Sveta, réalisant son erreur, enterrer le jumeau de son mari. C'est Sveta qui a installé la caméra sur la tombe de Nikita, sachant que Pavel y apparaîtrait tôt ou tard. Selon la police, Pacha a commis une grave erreur en ne les contactant pas immédiatement.
Mais j'avais des doutes, voyez-vous. Et si elle n'avait pas empoisonné Nikita, comment pourrais-je juger sur la base d'un seul soupçon ? J'ai donc choisi de rester dans l'ombre pour observer la situation de l'extérieur, s'est défendu Pacha. En voyant son fils vivant et en bonne santé, Paulina n'a pu retenir ses larmes. Pendant tout ce temps, elle avait cru que Pacha était mort, mais il a ressuscité de la manière la plus étonnante qui soit. Pardonnez-moi de ne pas être venu plus tôt. J'avais peur que Nikita ait des complices, et avec Sveta, tout n'était pas très clair. J'ai donc hésité, s'excusa Pacha en serrant sa mère dans ses bras. Ceux qui observaient cette situation de l'extérieur ne pouvaient pas non plus retenir leurs larmes. Après tout, il n'y a rien de tel qu'une mère aimante qui se réjouit à la vue de son fils qu'elle croyait mort. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.